Jean-Michel et Céleste, scène 6. On recommence là? Scène 8, scène 9, scène 7, 5. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Hermance. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Ethan. Bonjour, je m'appelle Sorène, j'ai 9 ans et demi. Et vous? Moi, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 79 ans et demi. Je m'appelle Célestine, j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Céleste, j'ai 10 ans, je suis en CM1 dans la classe de Sébastien. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, et toi? Très bien. Comment tu vas? Bah écoute, moi je vais bien. Et toi aussi? Bon, c'est parfait. Que fais-tu dans ta vie? Que fais-tu dans ta vie? Mais là, c'est pour régler, là, pour l'instant. Oui, d'accord. Encore une dernière fois. Que fais-tu dans ta vie? Jean-Michel, Gaël, scène 2. Bonjour papy. Bonjour Gaël. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien, je suis très content d'être dans ta classe ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir connu son père? Bon, d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas connu mon père. Parce que, effectivement, je suis né pendant la guerre. Paris était déjà libéré, donc je n'ai pas connu moi-même directement la guerre. Je suis né en octobre 1944 et Paris a été libéré au mois d'août, avant. Mais il se trouve que mon père a été arrêté 6 mois avant ma naissance par la Gestapo, c'est-à-dire la police allemande, parce qu'il était dans la résistance. Et donc il était dans un service de renseignement de la résistance, ce qui était une activité très risquée. Et un matin, la Gestapo est arrivée dans son bureau, est venue l'arrêter. Il a d'abord été en prison à Fresnes, à côté de Paris, puis dans un camp de transit à Compiègne, et puis envoyé dans un camp de concentration en Allemagne. Et là, il a été dans plusieurs endroits différents qui dépendaient de ce camp de concentration qui s'appelle Neuengamme. Et il est mort dans un camp dépendant de Neuengamme qui s'appelle Wöbelin en avril 1945, juste avant la fin de la guerre. Et il est mort de faim pratiquement parce qu'on ne leur donnait plus rien à manger. Et donc je ne l'ai jamais connu, mais mon père a tout de même toujours joué un rôle très important dans ma vie parce que d'abord il m'a beaucoup manqué, évidemment. J'aurais voulu le connaître. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, j'imaginais quelquefois qu'il n'était pas mort, qu'il allait peut-être revenir. Évidemment, c'était pas le cas. Il était bien mort. Mais j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'il avait fait. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie, si tu veux. En France, des inscriptions de ton patronyme sont visibles, je crois, en 4 emplacements différents. Sur le monument aux morts de la commune de Bilieu, sur une plaque posée dans l'église du même village, sur le tableau de marbre placé à l'entrée du lycée Champollion de Grenoble à la mémoire de ses anciens élèves morts pour la France, et sur les parois de verre installées il y a quelques années au mémorial de Royal-Lieu à Compiègne. Même si le nom de Jean Gossot n'évoque rien, la majorité des hommes et des femmes qui passent devant ces plaques, le plus souvent sans guère y prêter attention. Je me plais à penser qu'au fil des années, des milliers d'inconnus auront pu ainsi apprendre qu'ils te devaient une infime parcelle de leur liberté. Aujourd'hui, grand absent, tu n'es plus qu'une présence douce et bienfaisante, gracile, aérienne. Tu es un petit nuage blanc qui passe et repasse au-dessus de moi et me rassure. Tu es l'hirondelle qui vole très haut dans un ciel bleu, ou la vague qui déferle au loin sous mes yeux dans un froissement d'écume, et le souffle léger du vent dans les lilas. C'est ainsi que je veux partout te garder près de moi. Autour de toi sont réunis Joseph et Mathilde, tes parents, et depuis peu, Hélène, la mère de tes enfants, qui, dans mon imagination, a retrouvé la fraîcheur et la beauté de la jeune femme que tu as tant aimée. Tous 3 flottent à tes côtés dans l'azur de mes rêves. Et je n'ai pas fini de rêver. Pour ma famille, c'était un choc important. Enfin, la guerre a eu des conséquences importantes.
Et surtout pour mes grands-parents paternels, qui n'avaient qu'un fils, ils n'avaient pas de fille, pas d'autre fils, un seul enfant, qui était mon père. Et donc pour eux, ils avaient tout perdu quand mon père est mort. Et c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup attachés à moi, parce qu'il paraît que je ressemblais à mon père. Et donc ils m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour. Et moi, je me suis beaucoup attaché à eux. C'est aussi pour ça que je me suis attaché à Bilieu, parce qu'ils habitaient Bilieu et que je venais les voir ici tout le temps, tous les ans, plusieurs fois par an. Mais comment vous avez fait pour pas être triste tout le temps, enfin... C'est une bonne question. Je sais pas. Écoute, j'ai eu la chance d'être entouré de gens que j'aimais et qui m'aimaient. J'ai été heureux en famille, même si mon père m'a beaucoup manqué. Donc, bon, tu sais, dans la vie, pour personne, ça n'est toujours heureux, hein, il y a toujours des moments tristes. Et là, c'est vrai que j'ai un passé particulier, c'est un peu lourd, mais je crois que je m'en suis pas trop mal remis. Le métier de vos parents, c'était quoi? Alors, mon père, son métier, il était juriste, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est mort pendant la guerre, à la fin de la guerre. Donc il n'a pas exercé son métier très longtemps, il est mort à l'âge de 30 ans. Et ma mère, elle a fait différents métiers. Juste après la guerre, elle a travaillé dans une association qui s'occupait des orphelins de la résistance, comme moi. C'est-à-dire les gens qui avaient perdu leur papa ou leur maman, ou parfois les deux, pendant la guerre. À la fin, avant de prendre sa retraite, pendant quelques années, elle a dirigé une association qui plaçait des jeunes filles allemandes au pair dans des familles françaises. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur votre grand-père? Sur mon grand-père paternel, oui, j'ai des choses à dire, parce que il a eu un parcours très particulier. C'était un enfant abandonné par sa mère à la naissance. Parce que sa mère, qui était, je crois, jeune ouvrière à Dijon, était très jeune quand il est né. Elle n'avait pas les moyens de l'élever. Elle l'a confié à l'assistance publique. Et mon grand-père a donc été placé dans des familles, différentes familles de fermiers, dans la région, en Bourgogne, dans la région de Dijon. Et il a commencé son enfance comme garçon de ferme dans les familles. Il m'a raconté même qu'il dormait à l'étable avec les vaches. Donc il a eu une enfance très difficile. Et par son énergie, son courage, il a réussi à s'élever dans la société. Il n'a pas fait vraiment d'études, il a dû aller un peu à l'école, mais pas très longtemps. Mais c'est ce qu'on appelait un autodidacte. C'est-à-dire qu'il a beaucoup lu tout seul, il a acheté beaucoup de livres, il a lu. Il est devenu d'abord brancardier, puis infirmier, puis kinésithérapeute. Tu vois, il est vraiment monté dans l'échelle sociale. Et franchement, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Parce qu'il est parti de rien, et il a réussi quand même sa vie. Et en plus, il a eu ce fils qui a fait de très brillantes études. Mon père, il a eu son bac à 16 ans. Il portait la robe d'avocat à 20 ans. C'était le plus jeune à Grenoble. Donc c'était une grande réussite pour mon grand-père de voir ça. Voilà. J'avais d'autres grands-parents, parce que je parle que de ceux-là, qui étaient évidemment très importants pour moi, mais j'avais quand même aussi un grand-père et une grand-mère de l'autre côté, du côté maternel, qui étaient à Saint-Laurent-du-Pont. Tu connais Saint-Laurent-du-Pont? Voilà, donc mon grand-père, là, c'était d'un autre milieu social, il était directeur d'usine à Saint-Laurent-du-Pont.
Est-ce que vous avez eu de très bons souvenirs avec Oui. votre grand-mère? J'ai des très bons souvenirs avec mon grand-père et avec ma grand-mère, avec les deux. Ma grand-mère, elle était très tendre avec moi, très gentille, elle me gâtait, elle me faisait des bons gâteaux tout le temps. Ah oui. Elle m'a fait des gâteaux de riz, par exemple, c'était un peu sa spécialité. Ça se fait plus beaucoup, les gâteaux de riz, mais enfin, elle en faisait un qui était très très bon. Elle faisait des tartes, comme elle avait dans son jardin beaucoup de fruits, des framboises, des tas de choses, elle faisait des belles tartes aux framboises, aux fraises, etc. Moi, je voulais juste savoir si vous êtes né à Bilieu ou... Non, alors je suis né à Grenoble, c'est pas très loin. Je suis né à Grenoble parce que au moment où ma mère a accouché, elle était à Saint-Laurent-du-Pont, chez ses parents. Et alors là aussi, j'ai eu de la chance parce que, enfin, j'aurais normalement pas dû survivre à ma naissance. Encore un autre événement. Le médecin a dit on va essayer de sauver la mère parce qu'il n'y a pas grande chance de sauver l'enfant. Et donc, il paraît que j'étais tout violet, m'a dit ma mère, quand je suis né. Et donc le médecin a dit il va probablement pas survivre. Et en fait, il n'y a que ma grand-mère paternelle qui, elle, quand elle est venue, elle a dit il vivra ce petit. Et elle ne s'est pas trompée. C'est bizarre, hein. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai 3 filles. C'est quoi leur nom? Elles s'appellent Hélène, Mathilde et Elisabeth. Est-ce que vous avez eu une femme? J'ai eu plusieurs femmes, en fait, dans ma vie. J'ai eu plusieurs femmes. On a divorcé, mais elle est morte maintenant, malheureusement. C'est la mère de mes 3 filles. Ma dernière femme est morte au mois de novembre dernier. Mais elle était malade depuis plusieurs années. Tu connais, tu as déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer? Ça te dit quelque chose, non? Tu sais, quand on perd complètement la mémoire, elle avait ça, cette maladie, la pauvre. Moi, j'ai aussi eu pareil pour ma marraine. Ah, ta marraine a cette maladie? Ah oui, j'avais une question. Oui. Est-ce que tu étais fort à l'école? Alors, j'étais pas très fort dans les petites classes, j'étais pas très bon, sauf en français. Et alors, on avait à l'époque des épreuves de récitation. J'étais très bon en récitation. J'étais mauvais en maths. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, on classait les gens entre littéraires et matheux. Et moi, on m'avait dit que j'étais un littéraire, donc j'avais un peu laissé tomber les maths. J'ai toujours été très mauvais en maths. J'ai regretté de ne pas avoir fait plus d'efforts en maths. Mais est-ce que tu avais beaucoup d'amis à l'école? J'avais pas mal d'amis, oui, oui. J'ai toujours eu pas mal d'amis. Mais tu sais, moi, j'ai été en pension pendant 10 ans. Et c'était une époque où c'était pas comme aujourd'hui, hein. C'était dans une école très stricte. C'était d'ailleurs une école religieuse, catholique, avec beaucoup de professeurs qui étaient des prêtres. Mais la discipline était terrible. Et si on faisait une bêtise, par exemple, il fallait tendre la main et on nous donnait un coup de règle dans la main. Et il fallait dire merci après. Si on ne disait pas merci, on avait un autre coup de règle. Donc tu vois, les temps ont bien changé. C'est plus facile aujourd'hui. Ils étaient pas gentils. Non, ils n'étaient pas toujours gentils. Et aussi, quand tu avais des mauvaises notes, on te collait derrière une fiche et on te mettait un bonnet d'âne. Alors moi, j'ai eu le bonnet d'âne une fois. Une fois, je me souviens, j'étais tout petit, j'étais en pension depuis peu, j'avais 7 ans. On m'a mis en pension à l'âge de 7 ans. Et je ne sais pas, je n'avais pas dû bien travailler.
Et on m'a fait mettre à genoux sous une pendule et tous les élèves défilaient devant moi et j'avais le bonnet d'âne. C'était très humiliant. Je n'ai pas aimé. Bah Enfin, c'est forcément, la seule fois. Après, j'ai plus jamais eu de bonnet forcément d'âne. que t'as pas aimé, c'était une punition Forcément. quoi. Bah, c'était une punition. Mais quelquefois, on était bloqué pour le week-end au lieu de rentrer à la maison. Oui, mais tout le week-end? C'est arrivé. Ah, pas cool. Pas cool. Est-ce que tu t'es fait punir plein de fois ou pas beaucoup? Non, pas très souvent, mais c'est arrivé. Par exemple, une fois, je me souviens, j'avais, pendant ce qu'on appelait une étude, c'est-à-dire un moment où on est censé étudier tout seul dans la salle de classe, j'avais pris, je lisais un roman policier, mais j'avais mis dessus la couverture de mon livre d'instruction religieuse. Et le surveillant a vu que j'étais vraiment plongé là-dedans, ça l'a étonné, il a regardé et il a vu que j'avais triché. Là, j'ai été collé, tu vois. Dans votre vie, est-ce que vous avez fait beaucoup de bêtises? J'ai fait des bêtises, mais je ne sais pas si j'en ai fait plus qu'un autre. Mais quand j'étais très jeune, je me souviens quand j'avais 4-5 ans, j'aimais beaucoup l'électricité et je faisais des expériences. Alors je mettais des clous dans les prises électriques et je faisais sauter les plombs, ce qui énervait beaucoup ma mère. Voilà, pour te donner un exemple de bêtises que j'ai faites. Est-ce qu'à l'époque, il y avait la télé chez vous? Non, on avait la radio, c'est tout. Comment était la vie sans télé? La vie sans télé? Oh ben tu sais, quand on ne connaît pas la télé, on n'en a pas besoin. Ça devient un besoin quand on la regarde beaucoup. Enfin, si on a une télévision, on sait ce que c'est, mais si on n'en a pas, personne ne parlait jamais de la télévision. Pour moi, ça n'existait pas. Et s'il n'y avait pas de télé, c'était quoi vos occupations? Ben, peut-être qu'on lisait plus à l'époque, tu vois. Moi, je lisais alors toutes sortes de choses, hein. Je lisais beaucoup de bandes dessinées, Tintin, par exemple. Mais on s'occupait comme on pouvait, par la lecture, des jeux. Je ne sais pas, ça ne me manquait pas, la télé. Mais comment vous vous informiez si vous n'avez pas la télé? Comment on s'informait par la radio et par les journaux. Il y avait des bulletins d'information régulièrement, donc on s'informait comme ça. Et puis, il y avait des journaux, et à l'époque, on lisait plus les journaux qu'aujourd'hui. Et alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, bien sûr. Il n'y avait pas d'écran, donc... Aujourd'hui, il y a une multitude de sources d'informations qui n'existaient pas à l'époque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces informations sont beaucoup moins sûres. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font courir des informations qu'ils savent fausses, mais pour tromper les gens, leur faire croire certaines choses qui ne sont pas exactes. C'est une forme de propagande très malhonnête. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup avec l'intelligence artificielle, on peut faire parler les gens et leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dites. C'est-à-dire qu'on imite la voix de quelqu'un, d'un homme politique ou d'une femme politique, par exemple, et on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites pour donner une mauvaise image de lui ou d'elle. Donc ça n'existait pas à l'époque. Donc cette multitude d'informations qu'on a aujourd'hui, c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Voilà. On dirait que tu pars chasser. Jean-Michel, Lénie, 5-10. Quel était votre jeu préféré quand vous étiez petit à Bilieu? Quand j'étais petit, en fait, mon jeu préféré, c'était de me promener avec mon grand-père dans la campagne, et parfois ma grand-mère, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres enfants, et donc je n'avais pas tellement d'occasions de jeu, mais j'étais heureux comme ça. Le seul fait
de parler avec mes grands-parents. Je jouais beaucoup aux dames avec mon grand-père. Il me battait presque toujours jusqu'à ce que j'ai grandi un peu et j'ai commencé à le battre. Il est bon papy aux dames? Oui. Et il m'a presque battu une fois. Hein. Je t'ai battu une seule fois. Tu m'as battu une fois? Ah oui, mais on a fait la revanche chez la belle, donc j'ai gagné la partie. Vous laissez pas gagner le petit-fils, hein? Non. C'est pas la peine Il parce va qu'il jamais gagner. il va bien gagner tout seul sans que je l'aide. Hein. Je préfère qu'il vienne tout seul. Et au ping-pong, il commence déjà presque... Je pense qu'il me battrait maintenant si on faisait une partie. Est-ce qu'il y avait des balles dans le village? Oui, mais effectivement, il y avait régulièrement dans les différents villages des fêtes, des bals, où les gens se retrouvaient et dansaient. Il y avait des orchestres qui jouaient de la musique. Et ça mettait une bonne ambiance, ça permettait aux gens de se rencontrer, de se retrouver et de passer du bon temps ensemble. Quels étaient vos livres préférés? Quand j'étais très jeune, il y avait un auteur de romans pour enfants qui s'appelait Trilby, des livres que moi je dévorais, que j'adorais. C'était toujours l'histoire de petits-enfants à qui il arrivait toutes sortes d'aventures. J'aimais beaucoup la poésie. Maintenant, c'est moins le cas. Vous pouvez nous réciter une poésie? Une poésie? Je peux essayer, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Je vais te réciter un poème de Baudelaire. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, va cueillir des remords dans la fête, toi, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Vois se pencher les défuntes années sous les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, et comme un long linceul traînant à l'orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Mais j'ai laissé, je crois que j'ai oublié une ou deux. Ok. Et vos grands-parents, est-ce qu'ils habitaient à Bilieu? Oui, alors mes grands-parents du côté paternel, c'est-à-dire les parents de mon père, habitaient à Bilieu. Et ils y sont restés assez longtemps. Et moi, je suis venu pour les vacances tous les ans, surtout pendant l'été, je restais plusieurs semaines à Bilieu avec eux. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Pour cette raison, parce qu'enfin, j'aimais beaucoup Bilieu quand j'étais enfant. Et j'adorais vraiment cet endroit. À l'âge de 35 ans à peu près, ayant hérité d'un terrain à Bilieu, j'ai fait construire une maison parce que je tenais à revenir ici. Donc j'ai une maison à Bilieu maintenant, où j'habite une partie de l'année et où une de mes filles habite de manière permanente. C'est un endroit auquel je suis très attaché, mais qui a beaucoup changé depuis mon enfance. Et il n'y avait pas beaucoup de maisons pour avoir pas beaucoup d'enfants? Alors il y avait très peu de maisons par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Si tu veux, ça n'a rien à voir. À Bilieu, je pense qu'il y avait à peu près 300 habitants environ à l'époque. C'est-à-dire très peu par rapport, je ne sais plus combien c'est aujourd'hui, peut-être 2000, je ne sais pas, 1500, 1600. Ouais. Donc tu vois, c'était beaucoup plus petit. Et quand on se promène d'ailleurs dans Bilieu, on voit qu'il y a beaucoup de maisons récentes, qui ne sont pas des maisons anciennes en pisé. À l'époque, toutes les maisons étaient en pisé, et il n'y avait pas toutes ces maisons modernes qui ont surgi au cours des années. Ça a été très rapide, en fait, ça a vraiment poussé comme des champignons pendant des dizaines d'années. Donc le paysage n'est pas du tout le même. Moi, de ma maison actuelle, quand je regardais le lac, au moment où elle a été construite, je ne voyais aucune maison entre la mienne et le lac, pratiquement. Maintenant, il y en a partout. Il y en a énormément. Et sur la route entre Bilieu et Charavine, notamment sur le côté gauche, c'est plein de maisons qui n'existaient pas à l'époque.
Tu vois, il y avait une ou deux maisons autour de l'église et c'était tout. Maintenant, Bilieu, il n'y a presque plus d'agriculteurs. On en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc, le changement, c'est celui-là. Franchement, c'est devenu une commune beaucoup moins agricole. Ce sont ce qu'on appelle des néo-ruraux, les habitants de Bilieu, surtout aujourd'hui. Et la plupart du temps, ils ne travaillent pas à Bilieu même, mais ils travaillent à l'extérieur, à Voiron, à Grenoble ou ailleurs. Tu vois, donc c'est plus du tout la même atmosphère, mais ça reste Bilieu, et donc ça reste beau. Ça veut dire du coup vous habitez pas à Bilieu, mais à Montferrat. J'habite, non, la route de tu sais, quand on dit route de quelque chose, c'est qu'on n'est pas dans ce village-là. Par exemple, la route de Bilieu, elle est à Montferrat, et la route de Montferrat, elle est à Bilieu. C'est celle qui va. Tu comprends ça? C'est celle qui va à Montferrat. Donc la route de Montferrat où j'habite est bien dans Bilieu. Et à Montferrat, il y a une route de Bilieu. C'est la même, mais... Pourquoi as-tu choisi ce métier de diplomate? Je ne suis pas sûr, mais il y a longtemps que j'avais envie de faire ce métier, bien avant d'avoir la possibilité de le choisir, parce que je me suis toujours intéressé aux relations entre les peuples, et j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de faire la paix entre les peuples, et que les diplomates, ça sert un peu à ça. Et ça ne réussit pas souvent, le plus souvent ça échoue, mais enfin, ça contribue quelquefois à éviter des guerres. Et as-tu déjà réussi? Moi? Oui. Écoute, c'est très difficile à dire. J'ai contribué un tout petit peu. Par exemple, j'étais dans la mission française auprès de l'Organisation des Nations Unies, et j'ai fait partie des gens qui ont négocié une résolution, c'est-à-dire un texte, sur le conflit entre l'Iran et l'Irak, qui était à l'époque en guerre. Et cette résolution a finalement été acceptée par les deux camps, et ça a mis fin à la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc j'ai apporté une toute petite contribution à cela. Et par ailleurs, j'ai été en poste à un moment, j'étais en poste à Chypre, mais en fait je m'occupais du Liban et d'Israël. J'étais dans un organisme qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a servi pendant quelques années à protéger les civils de part et d'autre de la frontière entre le Liban et Israël. Et grâce à ça, pendant quelques années, il y a eu beaucoup moins de morts. Il y a eu très peu de morts pendant la première année en tout cas. Moi, je l'ai fait pendant 1 an, parce que c'est un travail qui était quand même très difficile. On négociait toute la journée et toute la nuit qui suivait, très souvent. Il fallait presque 24 heures de discussion pour arriver à un accord. C'était très fatigant, parce qu'on ne pouvait pas dormir quand on discutait comme ça. Bon, je pense que là, c'est un poste dans lequel j'ai peut-être eu une influence positive pour limiter la gravité d'un conflit particulier. Par ça, le plus souvent, quand on est diplomate, on n'a pas une influence directe sur les événements. C'est une influence très diffuse. Dans ton voyage, c'était lequel pays que tu as préféré? Ah, alors écoute, moi j'ai vécu, je vais te dire, tous les pays dans lesquels j'ai été comme diplomate dans mon métier. J'étais en Allemagne, j'ai été en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, j'ai été en Yougoslavie, qui est un pays qui n'existe plus, parce qu'il s'est scindé en beaucoup de régions séparées qui sont devenues des pays indépendants. Et donc j'étais dans la capitale qui s'appelle Belgrade, maintenant c'est la Serbie. Après ça, j'ai été aux États-Unis à New York. Après ça, j'ai eu mon premier poste comme ambassadeur en Équateur. La capitale, c'est Quito. C'est dans les montagnes, à 2650 mètres d'altitude, 2850 mètres d'altitude. Donc c'est très haut, tu vois. On respire difficilement au début, il faut s'habituer. Après, j'ai été en Afrique, au Togo. J'ai été pendant 1 an basé à Chypre, mais je travaillais avec le Liban et Israël, j'en ai parlé tout à l'heure. Après ça, j'étais au Chili. Mon dernier poste à l'étranger, c'était encore aux Pays-Bas, mais cette fois comme ambassadeur. Et le poste que j'ai préféré dans tout cela, enfin le pays qui m'a le plus intéressé, auquel je me suis le plus attaché, c'est le Chili, capitale Santiago. Et pourquoi? On parle espagnol.
Eh bien, écoute, c'est parce que je dirais que c'est suffisamment différent pour être très intéressant, mais ça ne l'est pas trop, en ce sens qu'on a l'impression de pouvoir comprendre le pays. Est-ce que vous avez déjà rencontré un président de la République en passant dans la rue ou En passant dans la rue, pas spécialement, mais j'ai rencontré des présidents de la République dans mon travail. Okay. C'est-à-dire que j'ai été à des réunions à l'Élysée plusieurs fois, avec le président Chirac. J'ai vu aussi Sarkozy. Et j'ai vu Hollande aussi. Il y avait la présidente du Chili qui était invitée. Moi, j'avais été ambassadeur au Chili, donc on m'avait invité aussi. Est-ce que vous le considérez comme un ami? Non. En quelque sorte. Aucun des présidents de la République, je n'étais pas ami avec eux. Je ne les connaissais pas assez pour être ami avec eux. C'était des relations professionnelles. Ok. Do you speak English? Yes, I do. How was it? How was it in the United States? Yeah. It was nice. It was interesting. Why did you go? I went there because I was informed by a cousin that I could get a scholarship to spend a year in an American school and in an American family. So I decided to apply to that scholarship, and I was one of those who were chosen. There were 80 of us from France who went to the United States that year. So that was after I had my baccalaureate in France, you know. So in a way, I lost a year, but it wasn't lost because I learned so many things that were useful later on in my life. So I left France by boat in July, one day of July 1962. Mm-hmm. And we arrived in New York after a long trip because it was a very old boat and it took us 10 days to cross the ocean. It was very long. You understand English very well. I'm surprised. Well, my mum is English. Oh, that's why. Okay. And my dad is French. Oh, yeah. So you speak English all day I'm at bilingual. home? Okay. So I only speak with my mummy in English, and I only speak with my daddy in French. I see. So you're bilingual. Yeah. That's very good. You're lucky. That's very useful. Yeah. Et je vois bien que vous aimez bien parler anglais. Oui, j'aime bien parler anglais. Vous avez un très bon accent. Merci, c'est gentil. Vous êtes dispo quand? Je suis dispo quand? Ah, pour parler anglais avec ta maman? Ah ben écoute, la semaine prochaine, si tu veux, je suis à Bilieu. Ok. Voilà, et qui a fait des cours d'anglais pour les enfants. C'est comme ça que beaucoup de parents la connaissent et donc connaissent Cam. Et elle était prof d'anglais avec l'association de Back to Basics. Ah oui. Et elle a arrêté à cause de son boulot. Ah bon? Mais est-ce que tu aimes le sport en soi? Les sports que je préférais, c'était le tennis et le ski. Et je fais toujours du ski. Bah, faut avoir la forme, là. Ben, ça va. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous aimeriez bien avoir des jeux vidéo? J'ai joué il n'y a pas longtemps avec mon petit-fils Gaël. Comment ça s'appelle le jeu des voitures là, auquel on a joué l'autre jour? Donc j'ai fait ça l'autre jour. Et il paraît que j'étais pas tout à fait nul. Et est-ce que vous avez bien aimé ce jeu? Oui, c'est amusant. Je recommencerai volontiers, je vais essayer de faire des progrès. Scène 11. Calice et Jean-Michel. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now.
Bravo. Très bien. En tout cas, j'admire ce que tu fais, hein. C'est très bien. Merci. As-tu besoin de dire quelque chose aux élèves? Je veux bien essayer de transmettre, si j'ai un message à transmettre, c'est celui de quelqu'un qui justement a souffert des conséquences de la guerre, et c'est d'inciter tout le monde à essayer d'éviter que se renouvellent ces guerres. Malheureusement, la guerre est revenue en Europe avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est absolument terrible. On ne peut pas être un pacifiste à tout crin et penser qu'il faut céder devant des gens qui, eux, décident de faire la guerre et d'asservir d'autres peuples. Donc il faut résister, bien sûr. Mais je crois qu'il faut éviter d'entrer dans des engrenages de haine. Si tu veux, ce qui crée la guerre, c'est la haine le plus souvent. Mais comme je le disais à Sophie tout à l'heure, moi je participe à des groupes de discussion entre deux enfants de nazis qui sont des Allemands dont les parents étaient nazis et ont commis des actes abominables, et deux enfants de déportés dont moi, une Française et moi, et on essaye de transmettre ce message de paix. Et le fait d'avoir ensemble des gens qui ont un passé si différent, un passé familial complètement différent, même des passés opposés, et de montrer qu'on peut s'entendre et que nous sommes amis, et que nous avons vraiment une réelle amitié entre nous, ça c'est déjà un message. Voilà. Je crois que ça répond un peu à la question. Est-ce que vous avez bien aimé être là avec nous aujourd'hui? C'était un grand plaisir, et je trouve qu'il y a une très bonne ambiance dans cette école. C'est un plaisir de m'y trouver. Donc merci de m'avoir accueilli ici. Merci. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, papy. Merci, maman, ça m'a fait plaisir. Je suis très contente d'avoir fait cette interview avec vous, monsieur. Eh bien, moi aussi. Merci, Flore. Merci, Camille. Bah, peut-être à la semaine prochaine. Oui, si tu veux. Oui. Si tu veux. Voilà, merci beaucoup. Voilà.